Alors ce soir, eh bien oui, on va parler Covid-19. Qu'est-ce que vous voulez? On est dedans depuis un an déjà, un an que ce fichu virus, j'y vais y arriver, nous pourrit la vie. Et ce soir, pour en parler un peu autrement, un peu différemment, nous sommes avec mon invité, le professeur Cyril Cohen. Bonsoir. Bonsoir. Alors pour ceux qui ne vous connaîtraient pas, bien que vous passiez un petit peu partout dans tous les médias, vous êtes membre du Conseil consultatif sur les essais cliniques sur les vaccins contre le Covid-19 au ministère israélien de la Santé. Est-ce que j'ai bon là? C'est bon. C'est bon? Ok, très bien. Alors évidemment, on a plein de questions à vous poser, professeur Cohen. Et alors, on ne va pas poser les questions traditionnelles. D'accord? On va vous poser les questions que tout un chacun se pose. Les questions que monsieur, madame, tout le monde, les choses qu'on a envie de savoir parce que les médias, bien, ils n'ont pas toujours le temps de creuser. Alors la première question, je vais me lancer tout de suite, professeur Cohen. Allez-y. Quand on dit qu'il y a un risque d'être contaminé, bien qu'on ait reçu les 2 doses du vaccin, qu'on ait attendu les 8 jours supplémentaires, ça veut dire quoi concrètement? Ça veut dire que si je suis vacciné, j'ai attendu 8 jours, j'ai mon passeport vert, okay, je peux aller faire du sport, mais je peux encore quand même être contaminé? Eh bien oui. En fait, je vais utiliser les couleurs. Vous avez parlé du passeport vert, je vais utiliser le blanc et le noir. En biologie, il n'y a pas de blanc ou noir. Il n'y a pas une telle chose 100%. De la même manière qu'il n'y a pas quelque chose, je dirais, de certain dans d'autres disciplines aussi, mais encore plus dans la biologie. Et donc nous savons des résultats que l'on a dans les essais cliniques qui ont été faits par exemple par Pfizer et aussi par Moderna, que l'efficacité du vaccin est de 94-95%. Ce que ça veut dire, petit 1, c'est qu'il y a une proportion de la population qui est vaccinée, donc on va dire à peu près dans ce cas-là 5%, qui pourra quand même tomber malade, même si elle est vaccinée. Maintenant, il y a une question, quelle sera la gravité de cette maladie? En général, même si les gens sont malades, après avoir été vaccinés, cette maladie sera plus, je dirais, moins compliquée et plus simple et moins, je dirais, dure que quelqu'un qui n'est pas vacciné. Ça, on a aussi des données. Mais quoi qu'il en soit, on peut faire aussi une maladie grave, même en étant vacciné. Il y a plusieurs raisons pour cela. Donc ça, c'est je dirais, une des choses qu'il faut prendre en compte. La deuxième chose, c'est qu'on n'a pas encore prouvé que le vaccin empêche la transmission. Maintenant, quand je dis ça, ça ne veut pas dire que le vaccin n'empêche pas ou n'empêche, etc., etc. C'est juste qu'on n'a pas suffisamment de preuves. Et ce sont des choses justement qu'on est en train d'étudier. Nous avons, je dirais, des données initiales qui prouvent que le vaccin pourrait réduire la transmission et aussi apparemment la contamination, mais une fois de plus, comme je vous le disais, ce n'est pas à 100%. Donc il faut prendre en compte qu'il y a plusieurs facteurs qui dictent cela. Nous savons que le système immunitaire est beaucoup plus fort chez les personnes plus jeunes que chez les personnes plus âgées. Nous savons qu'il y a une partie de la population qui est vaccinée, mais qui ne génère pas suffisamment d'anticorps et suffisamment de réponses cellulaires pour contrer le virus. Et donc cette population est quand même peut-être porteuse. Comme je vous dirais, on prend un autre vaccin, et je vais le dire juste pour conclure, prenez le vaccin par exemple de la varicelle. Dans le vaccin de la varicelle, nous savons que ce n'est pas à 100%, nous savons très bien qu'il y a des enfants qui ont fait le vaccin de la varicelle et qui auront quand même un cas léger de varicelle. Je tiens à le dire, ma fille, là, par exemple, le fait, elle est vaccinée, mais elle a eu une petite forme, je dirais, pas compliquée de la varicelle, bien qu'elle ait été vaccinée. Donc ce sont des choses qu'il faut prendre en compte. Alors ça, c'est évidemment très clair. Il y a quelque chose qui retient mon attention dans votre explication. On pourrait être porteur sans développer la maladie si on est vacciné, un peu comme les asymptomatiques qui sont malades sans le savoir et qui peuvent donc transmettre. Est-ce que c'est aussi le cas dans d'autres maladies avec d'autres virus qu'on peut être immunisé mais quand même porteur du virus? Il y a justement, même autour des vaccins, dans certains, je dirais, il y a même certains vaccins, par exemple, on sait, par exemple, il me semble, l'hépatite, certains types d'hépatite, il me semble, où les vaccins ne sont pas totalement ce qu'on appelle stérilisants. C'est-à-dire qu'en fait, ce que l'on cherche, c'est ce qu'on appelle une immunité. La meilleure chose, c'est une immunité stérilisante lorsqu'on fait un vaccin. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'en fait, même si on attrape le virus, en fait, grâce au vaccin, on a suffisamment d'anticorps qui bloquent tout de suite le virus avant qu'il rentre dans nos cellules, ou du moins qu'il arrive à se développer dans notre corps, et donc à ce moment-là, on stoppe, je dirais, le portage viral.
Mais ce n'est pas toujours possible, et ça, je ne vais pas rentrer dans tous les détails, mais il y a, je dirais, certaines raisons pour cela. Quels sont le type d'anticorps, à quel moment ça attrape le virus, quelles sont les cellules qui sont, je dirais, touchées par ce virus. On ne va pas rentrer dans les détails, on va juste dire que c'est un cas qui existe, tout simplement. Alors, il y a beaucoup de personnes qui ont guéri du Covid-19 qui font un test sérologique pour voir s'ils ont ou pas des anticorps, et on constate qu'ils n'en ont pas ou très très peu. Et il y a même des dernières informations qui remontent, certains vaccinés qui présentent très peu d'anticorps. Est-ce que ça veut dire pour autant qu'ils ne sont pas immunisés, qu'ils vont développer, ils ont un risque de développer une maladie grave? Donc, il faut comprendre qu'il y a plusieurs acteurs importants dans le système immunitaire. Et quand on parle de notre réponse contre les virus, on en a deux qui sont très très importants. Un, c'est ce qu'on appelle les anticorps, qui sont produits par des cellules qu'on appelle les cellules B, les lymphocytes B dans notre corps. Et la deuxième partie très très importante dans notre système immunitaire qui nous protège contre les virus, c'est ce qu'on appelle les cellules T. Ce sont les cellules, par exemple, que dans mon labo, nous travaillons dessus. Quel est le rôle de ces deux, je dirais, types d'armes que l'on a dans notre système immunitaire? Les anticorps, ce sont des petites protéines et leur but, c'est de bloquer le virus, de l'attraper, de le neutraliser. C'est pour ça qu'on parle, je dirais, mais aujourd'hui tout le monde le sait parce qu'on l'entend beaucoup maintenant dans les médias, on parle d'anticorps neutralisants. Ce sont des anticorps qui attrapent le virus, qui ne lui donnent pas la possibilité de se propager dans notre corps. En fait, un virus est un parasite. Un virus n'est pas vivant par définition. Il a besoin de nos cellules, de tous les appareils cellulaires dans nos cellules pour se reproduire. Donc en fait, ce que les anticorps font, c'est qu'ils empêchent ce virus de se balader dans notre corps et de se coller et d'infecter nos cellules. Maintenant, si le virus est rentré dans une de nos cellules, qu'est-ce qui arrive? Il retransforme cette cellule en usine à production de virus. Et là, à ce moment-là, on n'a pas 36 000 solutions. Les anticorps ne pourront plus aider parce que le virus est déjà rentré dans nos cellules. Ce qu'il faut faire, c'est tuer cette cellule. Et c'est le rôle, en fait, des cellules T. Ce qu'ils font, c'est que ces cellules T décident de tuer nos propres cellules pour empêcher justement ces usines à virus dans notre corps de produire de nouvelles particules virales. Donc, pour résumer maintenant, même si on n'a pas, je dirais, un haut nombre ou une haute concentration d'anticorps contre le virus, ça ne veut pas dire qu'on n'est pas résistant contre le virus, parce que souvent les cellules T sont capables de neutraliser les usines de production du virus, ça c'est un. Et petit 2, elles ont encore un rôle, ces cellules T, c'est qu'elles activent la production d'anticorps. Donc le test, on va résumer comme ça. Si un test sérologique est positif, c'est-à-dire que vous avez des anticorps, c'est très bien. S'il est négatif, ça ne veut pas dire que vous êtes immunisé. D'accord. Vous m'avez rassuré en tout cas, et j'imagine que vous avez rassuré pas mal de nos téléspectateurs sur Tandem. Alors, il y a ce fameux certificat de vaccination, professeur Cohen, oui. Qui n'est valable finalement que 6 mois. J'ai eu la surprise, quand je l'ai reçu, de voir qu'il n'est valable que donc jusqu'au août, hein, pour ma part, par exemple. Est-ce que ça veut dire que dans 6 mois, on va devoir être de nouveau vacciné, ou c'est juste le temps pour vous, par exemple, pour les chercheurs, de savoir exactement quel est l'impact du vaccin, et surtout si le Covid est toujours... s'il n'y a pas de nouveaux variants, par exemple? Écoutez, c'est une mesure de prudence. Il faut dire la vérité, et une fois de plus, sans sauter aux théories du complot ou quoi que ce soit, nous n'avons pas d'expérience à long terme sur l'efficacité de ces vaccins. C'est-à-dire qu'on a des données initiales qui nous prouvent qu'au moins 6 mois, ces vaccins sont valables et protecteurs. Vous devez me demander maintenant, mais comment 6 mois, vu qu'on a juste commencé à vacciner il y a 2 mois à peu près en Israël? En fait, il y a eu des essais cliniques. Tous ces vaccins ont été homologués rien qu'après avoir fait la phase numéro 1, la phase numéro 2, la phase numéro 3. Et justement, les essais cliniques de Pfizer avaient commencé au mois de juillet, août. Et avec du recul, en fait, nous savons jusqu'à aujourd'hui qu'en général, les personnes vaccinées ont des anticorps, mais il faut dire qu'on suit quand même ces personnes dans les essais cliniques jusqu'à aujourd'hui, et même plus que ça, jusqu'à l'année prochaine, jusqu'à la fin de l'année prochaine, pour voir justement quel sera l'état de leur immunité au fil du temps. Donc en fait, lorsqu'on dit 6 mois,
c'est parce qu'on ne sait pas si ça va être 6 mois, ou même, on suppose que c'est au moins 6 mois, mais ça peut être aussi 1 an, ça peut être 2 ans, et ça peut être 4 ans. Maintenant, quand est-ce qu'on va le savoir? Eh bien, ça va être très très simple. Si on voit, par exemple, d'ici 6 mois qu'il y a une montée des cas chez les gens quand même qui ont été vaccinés, on commencera à se poser des questions. Et si de manière statistique, on prouve qu'il y a moins de gens immunisés après 6 mois, on pourra prendre une décision et dire il faut revacciner. Mais il est très possible aussi que ce soit dans 1 an ou dans 2 ans. La question des variants, c'est autre chose. Ça voudra dire, si on voit par exemple le vaccin n'est pas efficace à une autre souche, ça voudra dire qu'il faudra revacciner, un peu comme on le fait avec la grippe. Chaque année, vous savez, on donne un vaccin qui peut être différent du vaccin de l'année dernière de la grippe, parce qu'on incorpore certaines souches que l'on prévoit pour l'année qui arrive, qui vont être porteurs ou qui vont justement disséminer la grippe dans la population. On ne sait pas toujours. C'est un pari un peu, le vaccin de la grippe par exemple, on ne sait pas toujours quels vont être les variants dominants, mais c'est un pari que l'on fait, on doit le faire 6 mois à l'avance, parce que la technologie justement du vaccin de la grippe prend beaucoup plus de temps que par exemple le vaccin ARN à préparer. C'est intéressant tout cela évidemment, donc on verra dans 6 mois, rendez-vous dans 6 mois pour voir s'il faut une 3e dose ou pas, ou si on peut continuer encore à prolonger. On parle aujourd'hui en Israël de vacciner, ça y est, c'est validé, de vacciner dès l'âge des 16 ans, avec une dose, les personnes qui ont guéri du Covid-19. Pourquoi ? Écoutez, une fois de plus, un vaccin, ça marche comment? Un vaccin, c'est en fait entraîner votre système immunitaire. C'est essayer de lui apprendre, avant que la maladie se déclare, avant qu'on contracte par exemple le virus, de reconnaître ce virus. Et en fait, c'est quoi un vaccin? C'est un peu comme un portrait robot qu'on montrerait justement à nos systèmes immunitaires en lui expliquant, écoute, voilà, ça c'est le criminel. Si jamais tu le vois d'ici 1 jour, 2 jours ou dans 15 ans, eh bien, il faut l'attraper, il faut le neutraliser. Mais on ne va pas lui amener le véritable criminel. Bon. Maintenant, la stratégie vaccinale est souvent basée sur ce qu'on appelle en anglais le prime boost. Prime, c'est la première dose qu'on reçoit, c'est choquer un peu notre système immunitaire. Le boost, c'est le rappel que l'on fait, c'est lui dire, ok, n'oublie pas. C'est-à-dire que quelquefois tu es un peu sous le choc, mais peut-être tu vas oublier, ben non, on te rappelle ça. Ça explique aussi pourquoi on voit souvent plus d'effets secondaires à la 2e dose. D'accord ? On va y venir. Voilà. Et donc, on peut considérer la maladie, la Covid-19, comme une première dose. Et c'est pour ça qu'en fait, on a besoin de vous donner juste une autre dose. Il y a des recherches qui ont été faites justement aussi dans mon université, je suis à l'université de Bar-Ilan, avec un collègue justement qui a publié ces recherches qui montrent que justement une dose après avoir eu la maladie est assez efficace pour réveiller notre système immunitaire. Il faut dire aussi que les coronavirus, c'est une famille de 7 virus, ne sont pas toujours très immunisants. C'est-à-dire qu'après un certain temps, on perd notre immunité contre eux. Donc c'est pour ça qu'on compte justement conseiller cette stratégie de donner au moins une dose après quelques mois. Alors justement, vous avez parlé des effets secondaires. Alors de mon expérience propre, voilà, je vais vous le dire. La première dose m'a fait mal au bras, mais rien de très grave. Et puis la 2e dose, 3 semaines après, j'étais KO. Ce n'est pas le cas de mon mari, par exemple, qui lui a tout à fait bien supporté. Il a eu un peu mal au bras, et puis voilà. Et puis d'autres personnes que je connais ont été encore plus mal en point commun. Enfin, comment est-ce qu'on explique cette différence entre chaque personne et la réaction que le corps engendre après la première ou la 2e dose? Donc, on a des données statistiques générales. Mais du cas par cas, c'est très dur, et je vous le dis sincèrement, moi personnellement, c'est très dur à prédire et identifier quelle sera la personne qui va faire justement plus d'effets secondaires que l'autre. Qu'est-ce que l'on sait aujourd'hui? On sait petit 1 qu'en général, il y a plus d'effets secondaires à la 2e dose qu'à la 1re dose. Le mécanisme, on vient de l'expliquer, c'est surtout un système où en fait nos cellules du système immunitaire ont déjà vu la menace, se sont armés et ils revoient cette menace, donc ils réagissent un peu plus forte. Mais ce n'est pas toujours le cas. Petit 2, ce que l'on sait aussi, c'est que les personnes les plus jeunes font plus d'effets secondaires que les personnes les plus âgées. Et petit 3, on sait aussi que, par exemple, les femmes ont plus d'effets secondaires de manière assez intéressante que les hommes.
Ça, ce sont des données statistiques. Maintenant, si on descend ce qu'on appelle au micro, c'est-à-dire que vraiment, si on regarde du cas par cas, on ne voit pas beaucoup. Même au niveau génétique, je vais vous donner un exemple. Okay, moi, j'ai eu justement, 12 heures après ma seconde dose, j'étais pas bien, avec je dirais comment dire ça, des symptômes un peu de la grippe, comme ça, un peu de courbature, un peu froid. Bon, mais j'ai pris de la paracétamol et ça va s'est bien passé. La nuit a été un peu, je dirais, j'ai pas bien dormi, voilà. Mais bon, après, le lendemain matin, j'étais un peu fatigué, je me suis réveillé, tout est passé. Je vois ma femme, elle a fait ses 2 doses, il n'y a rien eu. Je vois mon fils, 19 ans, rien, les 2 doses. Donc, je ne sais pas. Et je connais des gens, justement, qui sont âgés, qui ont eu vraiment, je dirais, des 2 jours vraiment se sentir pas. Donc, je n'ai pas de réponse. Ça, c'est une chose qui personnellement m'intéresse. Je ne sais pas si j'aurai l'occasion de chercher et de trouver la réponse dans mon laboratoire, mais c'est une chose qui m'intéresse. Mais quoi qu'il en soit, il faut le dire, dans tous les cas, je veux dire, tous les cas et tous les effets secondaires sont recensés en Israël. Tout est public et transparent au ministère de la Santé. Et on n'a pas vu d'effets secondaires qui sont, je dirais, menaçants de manière générale, qui ont créé un gros problème au niveau du corps, au niveau des réactions. Donc à ce niveau-là, je tiens à dire que la majorité, l'énorme majorité des effets secondaires, plus de 99,999, une fois de plus on revient au blanc et noir en biologie, sont des effets secondaires qui sont passés dans un laps de 2-3 jours à peu près. Alors, une question, et après, on va se pencher plus sur les effets cliniques avec un médecin généraliste, et puis on reviendra encore à vous. Mais j'ai une question qui me taraude quand même, que beaucoup de gens me posent à moi en tant que journaliste, et j'ai quelques réponses, mais enfin, je ne suis pas une professionnelle, évidemment, comme vous, professeur Cohen. Ce vaccin contre le Covid-19, il a été trouvé très rapidement, finalement, oui, beaucoup plus rapidement que d'autres vaccins. C'est exact. Ce qui fait circuler pas mal de fake news sur son utilité, enfin bon bref. Et donc je voudrais que vous soyez très clair avec nos téléspectateurs sur Tandem. Ce vaccin, ça a été plus vite parce qu'on a mis plus de moyens, par exemple. En tout cas, c'est une des explications. Il y a plusieurs raisons. Et ça, je tiens à le dire. Il y a plusieurs raisons pour lesquelles nous avons réussi, et quand je dis nous, moi, je suis juste au ministère de la Santé, on a homologué, mais il y a plusieurs raisons pour lesquelles ces compagnies ou ces gouvernements ont réussi justement à arriver à une stratégie, à l'élaboration d'un vaccin efficace aussi rapidement. Petit 1, les moyens. C'est vrai. Lorsque vous avez des gouvernements comme le gouvernement américain qui ont justement, de manière, je dirais, pratiquement directe, donner des moyens de plusieurs milliards de dollars, ça fait avancer les choses très très vite. Petit 2, nous avions, il faut le dire, et une fois de plus, ce n'est pas une théorie complotiste, mais nous avions des données à la base, des cousins de ce virus. Ces cousins, c'est ce qu'on appelle le SRAS, en anglais SARS, le MERS, et on savait exactement où est le talon d'Achille de ces virus. C'est en fait ce qu'on appelle la protéine de la spicule, la spike. Cette protéine qui permet au virus de s'attacher à nos cellules. Et on sait que si on veut le neutraliser, c'est là-bas, c'est là où il faut diriger en fait nos anticorps. Donc il faut utiliser cette partie pour créer des vaccins. Donc ça, c'est 2. Petit 3, la technologie ARN. La technologie ARN, elle n'est pas nouvelle. Ça fait plus... Contrairement à ce que certains prétendent. Voilà. Okay, et j'entends tellement de choses qui sont inexactes. Quelquefois, je vous le dis entre nous, j'aimerais bien être en Corée du Sud. Et pourquoi je vous dis ça? Je donnais une interview il y a quelques jours. Et juste après moi, ils ont parlé justement des plans, comment combattre les fake news. Là-bas, c'est considéré comme un acte criminel. Donc, je ne suis pas contre. Si quelqu'un hésite, quelqu'un a des questions, il faut les poser. Je crois que c'est le but aussi de cette émission. Mais inventer des choses et faire peur, ça, c'est une chose qui, à mon avis, est inadmissible. Donc, nous avions des données, justement, quel était l'endroit où, justement, il fallait... comment créer ce vaccin. L'ARN, ça existe déjà depuis plusieurs années comme technologie dans le cancer, pour combattre le cancer, évidemment, etc. Et dans les vaccins, ça fait déjà 4 ans.
Et on a déjà des essais cliniques qui ont été faits. Il y a des milliers de personnes avant le vaccin du corona contre la Covid-19 qui ont reçu des nanoparticules d'ARN pour des vaccins. Mais, et là je reviens à une quatrième raison pourquoi ce vaccin a été développé très rapidement, parce que aujourd'hui, il y a entre 3 et 500 000 personnes par jour qui contractent la Covid-19. Ça veut dire que si vous faites un essai clinique, c'est beaucoup plus simple de faire un essai clinique lorsque vous prenez une population définie et que vous la vaccinez, et vous attendez en fait de voir si elle va contracter ou pas. Lorsque ce virus se balade de manière assez, je dirais, constante dans toute la population, que si vous faites un vaccin pour un virus qui se balade en Afrique et où il y a seulement 300 cas par an, il faut les traquer, etc., etc. Donc ça, c'est encore une chose. Et la cinquième chose, je crois, la cinquième raison, c'est que nous avons raccourci beaucoup la bureaucratie. C'est-à-dire qu'il faut comprendre que pour qu'un vaccin soit homologué, nous devons étudier tous les documents. Et quand je dis nous, je fais partie, comme vous le disiez, dans certains comités du ministère de la Santé, ça nous prend du temps. Moi, je vous dis sincèrement, quand cet été, j'ai été contacté par le ministère de la Santé, on m'a dit « tu laisses tout tomber, il faut s'occuper de ça ». J'ai dit « sans problème ». D'accord. Et donc, je ne suis pas le seul, on a été beaucoup à faire ça. Hein, et il y a plusieurs aussi comités qui ont été formés en Israël pour les vaccins. Le comité des vaccins, le comité de priorité des vaccins, le comité des essais cliniques où j'y suis du vaccin, etc., etc., etc. Donc, on a pris beaucoup de gens, beaucoup de spécialistes. Et donc, tout ça, quand vous raccourcissez la bureaucratie, ça aide aussi beaucoup. Alors, pour résumer, on ne parle pas de zéro. On n'est pas parti de zéro pour ce vaccin. Et en plus, on a raccourci toute la bureaucratie. Et on sait que ça freine effectivement beaucoup de choses. Alors, vous restez évidemment avec nous, professeur Cohen. On va aller un peu plus loin, en tout cas, du côté clinique plutôt, avec le docteur Jean-Jacques Herbstein, qui est avec nous ce soir. Bonsoir, docteur. Bonsoir. Vous êtes médecin généraliste à Créange-en-Moselle, auteur de plusieurs livres à succès, dont Je n'allais pas les laisser mourir, qui concerne justement le Covid-19. Voilà, c'est important quand même de le souligner. D'abord, merci de nous répondre. Et qui me vaut des gros problèmes parce que je vais être traduit devant la chambre disciplinaire du Conseil de l'Ordre. Ah oui, à ce point-là. C'est un autre problème. Effectivement. Alors, si vous êtes là ce soir, et merci de répondre à nos questions, c'est parce qu'on s'intéresse ce soir au Covid long. Alors, en Israël, il faut le savoir, on n'en parle pas encore beaucoup. On commence à en parler du Covid long. En France, par contre, ça fait quelques mois déjà qu'on en parle. Est-ce que vous pouvez nous expliquer en quelques mots de quoi il s'agit ? Alors déjà, si vous voulez, en calculant des statistiques un peu à la grosse louche, hein, étant donné que 7% des Français ont été contaminés, que 75% des contaminés sont symptomatiques et qu'environ 20% des personnes symptomatiques ont encore des symptômes au bout de 4 semaines, on peut considérer qu'il y a environ entre 600 et 700 000 personnes qui auraient des Covid longs. Alors la définition n'est pas encore univoque, hein, ça n'a pas encore été totalement cadré. Tout ce qu'on peut dire, ce sont des gens qui ont, au bout de 4 semaines, encore un, voire plus, symptômes qu'ils avaient quand ils étaient malades, c'est-à-dire perte d'odorat, perte de goût, difficultés respiratoires, douleurs articulaires ou alors douleurs thoraciques. Alors c'est quand même un motif de consultation qui est quand même très 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 fréquent. Alors c'est compliqué parce que quand quelqu'un vient vous voir en disant j'ai du mal à respirer, déjà il va falloir éliminer toutes les autres causes de troubles respiratoires, et puis, vous savez, il y a comme des gens qui ont été asymptomatiques dans le Covid, et qui ont des anticorps négatifs. Donc c'est toujours un peu compliqué, c'est souvent un diagnostic d'élimination, mais il y a quand même des gens qui sont sacrément enquiquinés, des personnes qui ont fait des Covid PCR, donc positifs, qui ont des anticorps, donc on est persuadé, sûr, qu'ils ont été en contact avec le virus, et qui commencent à venir nous voir avec des symptômes qui commencent à être un peu vraiment très problématiques. Vous savez, quand vous avez des gens qui viennent avec des dyspnées, alors la dyspnée, c'est un signe qui est super subjectif. Vous savez, il y a des personnes qui vont être essoufflées en montant 10 escaliers et vont dire « oh, je suis essoufflé ». D'autres personnes en montant 3 marches, ça sera dramatique. Enfin, après, c'est à nous de faire la part des choses. Ce sont des personnes qui ensuite ont des scanners thoraciques qui sont strictement normaux. C'est-à-dire qu'on a beau tout chercher, des scanners avec injection, sans injection, il n'y a plus d'image, il n'y a pas d'image de fibrose, pas d'image de verre dépoli, pas d'image de pneumopathie interstitielle. Donc on est un peu embêté pour essayer de les comprendre et de les soulager. Il y a des personnes qui ont des troubles articulaires, c'est quand même très fréquent. Et puis surtout, parce que moi je me suis un peu intéressé au problème parce que en plus de faire de la médecine générale, je fais beaucoup de médecine interne.
Et j'ai commencé un peu à chatouiller les auto-anticorps de ces gens-là. Et c'est très très curieux parce que des personnes qui avaient des auto-anticorps strictement normaux au préalable, après avoir fait une infection au Covid, commencent à avoir des anticorps positifs qui peuvent être en rapport avec des lupus, des polyarthrites rhumatoïdes, des syndromes des antiphospholipides, donc des choses quand même qui montrent qu'il s'est passé un truc. Alors, c'est à rapporter à mon avis. Alors, naturellement, je prends toute la prudence et les réserves parce que il y a d'autres personnes qui le pensent, notamment certains de mes maîtres d'immunologie, d'immunologie clinique, hein, c'est qu'il y aurait eu, bon, l'orage immunologique a dû provoquer quand même, enfin, l'orage cytokinique a dû provoquer quelque chose au niveau de l'immunité chez des personnes qui avaient probablement déjà une prédisposition. À ce moment-là, ils ont basculé dans le mauvais camp, et on rapprocherait les Covid longs à ce qu'on appelle les maladies auto-inflammatoires, dont le plus connu pour le bassin méditerranéen, c'est la fièvre méditerranéenne, mais il y a aussi la maladie de Crohn, enfin bon, toutes ces maladies auto-inflammatoires, c'est-à-dire c'est une auto-inflammation du corps. Et alors, la preuve, c'est qu'un des traitements qu'on propose, et notamment certains infectiologues parisiens le donnent, c'est la colchicine, qui est voilà, le traitement des maladies auto-inflammatoires. Alors tout ça, naturellement, c'est très hypothétique. On n'a pas encore des séries suffisamment importantes. À Strasbourg, au service d'immunologie rhumato, ils recrutent énormément de patients qui ont des auto-anticorps positifs après le Covid, de manière à pouvoir faire une étude un peu à grande échelle. C'est une hypothèse que je trouve plutôt séduisante sur cet orage cytokinique qui a provoqué un dérèglement immunologique qui provoque une maladie auto-immune, voire une maladie auto-inflammatoire. Mais pour l'instant, vous savez, pour ce qui concerne le Covid, on est tous dans un flou artistique assez énorme, hein, que ce soit, alors surtout en France, hein, chez nous, c'est quand même une nébuleuse. C'est le propre du Covid-19, si je puis dire, depuis un an, même si on commence à y voir un peu plus clair. Alors, je relève une chose importante dans ce que vous dites, docteur, c'est que même des personnes asymptomatiques peuvent être touchées par ce Covid long. Ah oui, on a alors c'est pour ça que c'est difficile, si vous voulez. C'est que vous avez des personnes qui ont fait probablement une forme asymptomatique ou pauci-symptomatique, c'est-à-dire peu symptomatique. Vous savez, un type qui a 3 frissons et qui a un petit mouvement fébrile, oui. Il va pas forcément consulter, il va pas forcément faire attention. Et il aurait fait une infection Covid. Et c'est des personnes qui après viennent nous voir avec des troubles respiratoires, des troubles articulaires, des douleurs. Alors, ce qu'on voit surtout, et aujourd'hui en France, alors je sais pas comment c'est en Israël, mais un motif de consultation qui est hyper récurrent, c'est la fatigue. Ils sont tous fatigués. C'est-à-dire qu'on n'arrive pas à se défaire. Alors les bilans sanguins sont strictement normaux. On ne trouve pas d'explication franchement logique à cette fatigue, mais c'est pas une fatigue subjective. C'est des gens qui vous disent je pourrais dormir 14 heures par jour, tellement je suis épuisé. Alors ça, c'est aussi un des symptômes des Covid longs. Alors vous savez, en France, on parle de plus en plus de le mettre sur la liste des affections longue durée, à l'instar du diabète ou des cancers, parce que c'est un énorme problème de santé publique qui va nous péter à la figure, je pense, d'ici quelques mois, voire quelques années, et qu'on a tendance un peu à négliger, et qui motive à faire une prise en charge quand même un peu plus, je ne vais pas dire agressive, mais un peu plus cohérente de la maladie, et arrêter de dire que c'est qu'une grippette et que bon, on s'en sort très bien, quoi. En tout cas, enfin, moi, j'ai jamais vu une grippe qui donnait des troubles comme ça, quoi. Non, ça c'est sûr. Et puis moi, je me balade en plus dans le cadre de mon métier sur les réseaux sociaux et je vois des groupes de plus en plus nombreux qui parlent de ce Covid long et certains qui parlent de symptômes qui durent jusqu'à 1 an, si je ne me trompe pas. Absolument. Et ils sont dans une souffrance terrible. Si vous voulez, au même titre, pour terminer, que les maladies auto-immunes, vous savez, avant de poser un diagnostic de maladie auto-immune, il faut généralement entre 1 à 5 ans. Et il faut voir 6 médecins. Et la majorité des gens sont considérés comme, alors nous on appelle ça des totoches, vous savez, des gens qui viennent se plaindre toutes les 5 minutes, qui sont un peu avec des motifs de consultation qui se répètent, alors que ce sont des gens qui ont des vraies maladies, qui ont des vraies souffrances et qu'il va falloir un petit peu prendre en charge de manière intelligente. Merci beaucoup en tout cas, Dr Jean-Jacques Erstein, de nous avoir consacré ces quelques minutes. Je rappelle donc que vous êtes généraliste à Créange-en-Moselle et merci pour cet éclairage important sur le Covid long. Merci beaucoup. Merci à vous. Voilà, professeur Cohen, on vient d'entendre évidemment ce médecin généraliste en France qui parle de Covid long. C'est aussi des constatations qu'on fait en Israël par rapport au Covid ? Oui, je le dis de manière très claire, oui. On a même monté en Israël ce qu'on appelle des infirmeries ou des cliniques
pour le long Covid, on dit en hébreu, donc le Covid long, parce qu'on se rend compte que les gens ne sont pas débarrassés, je ne vais pas dire tout le monde, on connaît beaucoup de personnes, je crois que de manière générale c'est une majorité, qui font la petite Covid et puis après 10 jours tout est OK. Mais d'un autre côté, on voit une proportion de gens chez qui ça traîne. On voit à peu près en général 90% des cas qui sont résolus, je dirais, après 3 mois. Mais il y a quand même cette petite proportion de 5-10% qui se plaignent justement, comme le docteur le disait, de fatigue chronique pratiquement, de problèmes respiratoires, de problèmes neurologiques, de perte de cheveux, de calvitie. On entend aussi des douleurs qui sont inexplicables. Et c'est vrai, on n'a pas moyen, j'entends mes collègues, on n'arrive pas à diagnostiquer de quoi ça vient. Et donc, justement, je vous le dis, on parle souvent des effets secondaires du vaccin à long terme. Chose qui, jusqu'à présent, on n'en voit pas. On a quand même du recul par rapport aux essais cliniques. Comme je vous le disais, ça fait plusieurs mois que ces vaccins ont été testés. Mais est-ce qu'on se pose la question, les gens qui hésitent, est-ce qu'ils se posent la question justement en ce qui concerne les effets à long terme de cette maladie? Quelle est cette modalité du Covid long, etc. On ne le sait pas encore. On est vraiment dans une impasse à ce niveau-là. Et oui, il y a encore beaucoup de mystères par rapport au Covid-19. Évidemment, une dernière question avant de vous laisser vaquer à vos occupations. Et je sais qu'elles sont nombreuses, professeur Cohen. Justement, vous êtes quasiment dans tous les médias en France et en Israël. Cette célébrité, quelque part, je vois que vous faites non. Et pourtant, voilà, vous êtes la personne que même nous, sur Tandem, nous avons contacté. C'est quelque chose que vous assumez aujourd'hui ? J'avoue sincèrement, je suis gêné. Non, c'est des choses qui arrivent, c'est tout. Je veux dire, je vous le dis sincèrement, je n'ai pas, c'est pas une chose dans laquelle je me suis jamais posé la question. Est-ce que je voulais faire de la communication ou juste, je suis, vous savez, on m'invite, je parle. Voilà, c'est tout. C'est un des effets secondaires. C'est apparemment un effet secondaire. De Covid-19. La seule chose que je tiens à dire, c'est que j'espère que je n'aurai plus de raison d'avoir à faire des interviews. En tout cas, ce qui est certain, c'est que vous faites du bon travail par rapport aux explications que vous apportez, et notamment chez nos confrères en France qui ne sont pas toujours, on va dire, qui posent par exemple la question du prix du vaccin qu'Israël était prêt à payer, mais auquel vous avez très bien répondu. Vous avez répondu à Morandini en disant que la vie n'a pas de prix. Et la santé non plus. En tout cas, merci beaucoup. Je suis entièrement d'accord. C'est moi. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Alors, je rappelle évidemment à nos téléspectateurs de Tandem que vous êtes membre du Conseil consultatif sur les essais cliniques sur les vaccins contre le Covid-19 au ministère israélien de la Santé. Merci beaucoup. C'est moi. Merci beaucoup, Myriam. Voilà, c'est tout pour ce soir. Restez évidemment à l'écoute de Tandem. À très bientôt.